Donc, nous sommes partenaires de l'Université de la e-santé depuis maintenant 4 ans et nous avons le plaisir chaque année, dans le cadre de ce programme, d'animer des ateliers qui ont 2 orientations principales. Une première orientation très orientée patient, puisque notre association, en quelques mots, est une association de professionnels de santé qui a maintenant 10 ans et un petit peu plus d'âge et qui, depuis 10 ans, œuvre pour promouvoir les usages des TIC, des technologies de l'information et de la communication, au service des soins, de la santé et de la formation des professionnels de santé. Et donc, nous tenons beaucoup, effectivement, à travailler sur la question des usages des professionnels de santé au niveau des technologies de l'information et de la communication. Donc, pour nous, effectivement, ces usages contribuent effectivement auprès des patients à la démocratie sanitaire. Donc, c'est l'objet de ce premier atelier que nous allons faire ce matin. Et cet après-midi, nous animerons un deuxième atelier qui sera plus orienté sur la formation des professionnels de santé. Donc, je pense que vous avez pu repérer sur le programme ces 2 ateliers auxquels nous vous convions de participer. Alors, ce matin, nous avons convié plusieurs acteurs à cet atelier qui, vous l'avez vu dans l'emploi du temps, pour des raisons d'organisation générale, va être coupé en 2 parties. Une première partie donc, qui va être une partie introductive avec M. Robert Picard, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de croiser. En tous les cas, c'est une personnalité du monde de la santé, puisque au ministère de l'économie, au CGIET, donc il va présenter davantage ses missions. Il est donc le référent santé, et depuis quelques années, il œuvre vraiment pour faciliter, je dirais, le contact entre le monde de l'industrie, de l'économie et le monde aussi de la santé. Et donc, il va nous éclairer, je dirais, sur cette question de la démocratie sanitaire et du mouvement un petit peu des Living Lab dont il est effectivement le promoteur en France. Et il présentera effectivement les différentes initiatives qu'il a eu l'occasion de prendre dans ce domaine et qu'il continue à développer dans de nombreuses régions en France et au-delà. Dans la deuxième partie, alors nous interromprons ce premier atelier pour un temps de l'ouverture officielle, puisque nous sommes tous invités à participer à l'ouverture officielle où de nombreux institutionnels je dirais, consolideront la présentation de cette université d'été. Et nous reviendrons, j'espère, plus nombreux encore à 11h15. À partir de 11h15, 3 grands témoins seront invités à participer également. Alors, un premier témoin qui représente une communauté de patients, qui est Rénalou, donc une communauté de patients insuffisants rénaux, qui présentera une expérience qui a été mise en place sur des états généraux de la santé. Une deuxième expérience, un deuxième témoignage par une doctorante qui a fait une recherche sur les communautés de patients et qui nous présentera effectivement des éléments de synthèse de son travail de recherche. Et puis une expérience d'éducation thérapeutique avec le numérique, bien sûr, qui sera présentée par une personne de Toulouse. Donc c'est Jean-Pierre qui animera cette deuxième partie de table ronde. Voilà, donc pour le programme de la matinée. Et donc, je vais passer la parole tout de suite à Robert Picard, qui va comme ça pouvoir nous éclairer sur cette question de démocratie sanitaire et des Living Labs. Merci. Voilà, donc je vais effectivement vous parler d'un concept dont on ne parlait guère il y a 5 ans, dont on parle beaucoup et peut-être trop maintenant sans forcément savoir ce que c'est exactement. Et il s'inscrit dans cette approche des usages du numérique au service de la démocratie sanitaire et de l'éducation thérapeutique. Les Living Labs peuvent en effet être un outil au service de ces causes-là. Donc je vous propose un exposé en 5 points. Le contexte, une définition, où il y a plusieurs définitions, enfin quelques éléments pour approcher ce concept de Living Lab. La place des usagers, ce qui nous rapprochera de cette notion de démocratie sanitaire.
En quoi c'est un instrument de politique publique, hein, et non spécifiquement français, puisque la France n'est pas à l'origine de ce concept, d'ailleurs, c'est une belle consonance anglo-saxonne. Et puis je prendrai un cas pratique, et je vais le chercher hors de France pour bien démontrer le caractère d'universalité de ce concept. Donc le contexte, c'est qu'on pense bien que la technologie était un facteur de transformation en santé, pour l'autonomie, on mesure, on apprécie, on a l'intuition que c'est un levier formidable pour régler un certain nombre de problèmes fondamentaux, très graves, hein, que nous avons abordés dans l'avenir, qu'on connaît bien, le vieillissement de population, la pénurie des ressources médicales et l'augmentation des dépenses de santé. Donc, il n'y a qu'à. Mais dans la pratique, ce levier-là, on ne le voit pas fonctionner. Alors, quelques images flash qui parlent, je crois, à l'imagination concernant la difficulté de pénétration des technologies dans la santé, dont l'auteur est Antoine Vial, qui est un médecin expert de santé publique et cofondateur avec moi du forum des Living Lab en santé autonomie. En 1914, un téléphone, ça ressemblait à ça. Alors, il y a un certain nombre de gens dans la salle qui n'ont jamais vu ce téléphone que dans les musées. Et les voitures, ça ressemblait à ça. Et les fauteuils roulants, ça ressemblait à ça. Je parle bien entendu des objets qui sont disponibles au public en général. Hein. Alors, qu'en est-il en 2014 ? Un téléphone, hein, c'est devenu ça. Hein. C'est miniaturisé, c'est petit, c'est multifonctionnel, etc. Une voiture s'embarque des tas de choses, de repères, etc. Le fauteuil roulant de Monsieur Tout-le-Monde, en 2014, c'est ça. Il y a un bug, il y a un problème. Pourquoi est-ce que l'évolution qu'on a constatée dans les deux autres objets ne s'est pas produite dans cet objet aussi simple aussi ? Eh bien, la réponse, c'est que probablement, on a pensé, avec la meilleure bonne volonté du monde, avec tout un tas de connaissances scientifiques, on a pensé les solutions pour les gens à la place des gens. Et sans effectivement mobiliser leurs envies, leurs connaissances concernant les systèmes qu'ils sont amenés, je dirais, à utiliser au quotidien. C'est vrai, bien entendu, pour le handicap, mais c'est vrai pour la santé. Puisque quand on est âgé, quand on est affecté d'une maladie chronique, c'est pour plusieurs années. Et les médications, les technologies, les capacités d'information, de communication, on va les utiliser au quotidien pour qu'elles produisent les effets attendus. Donc le Living Lab sa finalité, sa proposition de valeur, comme on dit en économie, c'est d'être un dispositif nouveau de concertation avec les acteurs d'une filière, parce qu'évidemment, il y a le besoin et les aspirations de l'usager, mais il faut trouver aussi des acteurs industriels et des financeurs pour permettre que ce rêve devienne réalité. Donc ce sont l'ensemble de ces acteurs qui sont mis autour de la table dans ce concept. Donc un Living Lab, ce qu'on attend de lui, c'est ces choses-là. C'est d'associer les parties prenantes, c'est d'associer l'ensemble des acteurs de l'écosystème et de trouver un intérêt commun à travailler. Ce n'est pas seulement des réunions. C'est quels sont les types de solutions nouvelles qui sont désirables pour les uns et pour les autres. Désirable pour le financeur qui va rentrer dans son argent, désirable pour l'entreprise qui va développer un marché, et désirable avant et surtout pour les acteurs, les usagers professionnels comme usagers de santé, comme patients. Parce qu'une bonne solution, c'est une solution dans laquelle, bien sûr, le patient s'y retrouve et le professionnel s'y retrouve. La question n'est pas de les opposer, mais de les réconcilier dans cette affaire. Et sur la base des acquis, des savoirs, des savoir-faire de ces différents acteurs, co-élaborer la solution. Alors, on développera cette notion de co-élaboration qui suppose de connaître et reconnaître la différence de pensée, d'argumentation, de finalité, de savoir et de savoir-faire des autres, pour rentrer dans, non pas une discussion, une dispute, mais une conversation qui permet de converger sur des choses qui sont les conditions sine qua non pour que le projet soit supporté. Ça a une chance de le conduire à bonne fin. Alors, quand on a élaboré de façon itérative, et j'y reviendrai, la solution en question,
Il s'agit bien entendu de développer des expérimentations, mais qui ne sont pas là pour vérifier la qualité technique du produit, mais valider en amont des idées, des pré-réalisations, des réalisations, et puis après, une fois que la solution est sur le marché, de continuer à suivre ce qui se passe pour mieux alimenter, mieux enrichir la solution suivante. Et ça, c'est la case donc d'évaluation, dans lequel il faut effectivement, évaluation, ça veut dire dégager, trouver la valeur, s'assurer que cette valeur est solvable, de voir qui paye, et ça s'appelle le modèle économique. On court après, alors que, je dirais, il est devant nous. Il suffit de considérer qu'une solution de santé, elle n'a pas de valeur que pour la santé publique et l'assurance maladie, mais elle peut avoir de la valeur pour beaucoup d'autres acteurs qui tournent autour de ces questions de santé, le patient, le professionnel à domicile, quelle que soit sa catégorie professionnelle, et pas que le médecin. Le temps professionnel gagné, le temps médical gagné, tout ça, ça peut effectivement se valoriser. Donc, de façon pratique, un Living Lab, c'est aussi donc une équipe, ce sont des gens, ce sont des hommes et des femmes. Et typiquement, 3 à 10 personnes. Alors, on trouve des structures plus grosses. On en trouve qui, au démarrage, reposent simplement sur 2 individus. Bon. Et il faut que ces personnes soient capables de mobiliser à la fois des ressources technologiques et humaines. Le Living Lab, ce n'est pas un plateau technique, ce n'est pas un laboratoire d'usage, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas une plateforme dans laquelle on rentre et on sort. Ce sont évidemment aussi des compétences d'investigation, je dirais, pour comprendre, pour traiter ces problèmes. Donc on a des outils d'investigation et d'évaluation. Il y a également des cohortes ou des panels pertinents pour les marchés visés. Alors la nuance entre cohorte et panel, je crois qu'elle doit bien être claire. La cohorte, c'est un objet médical, j'allais dire, avec des critères d'inclusion qui vont permettre de faire des études cliniques. Un panel, c'est un terme marketing, c'est une population dont on cherche à comprendre l'usage qu'ils font des objets qu'on leur met entre les mains. Eh bien, le Living Lab, je dirais, supprime cette barrière, parce que ce n'est pas parce qu'on est membre d'une cohorte qu'on n'est pas aussi usagé et qu'on n'a pas un avis sur les choses qu'on vous met entre les mains. Donc, j'aurais envie de parler du cohorte panel en un seul mot. Et c'est ça que le Living Lab doit traiter. Et il a évidemment, compte tenu de sa spécialité, de ses finalités, du type de solution qu'il apporte, il a, je dirais, un intérêt ou une connaissance particulière de certaines cohortes. Alors, je prends juste un exemple parce qu'il est hyper simple. L'Institut de la Vision, qui est un Living Lab, il a comme cohorte les malvoyants et les aveugles de l'hôpital des 15-20. Bon. Mais d'autres Living Labs qui s'intéressent à la population d'un grand public, des personnes âgées ou autres, ne passent pas par l'intermédiaire d'un hôpital pour réunir les gens. Et puis il y a des compétences scientifiques et technologiques qui permettent de comprendre et d'orienter effectivement les futures solutions. Alors le Living Lab, il n'a pas forcément en son sein de la compétence technologique, mais il doit être très capable de la mobiliser pour aider à résoudre les problèmes qui peuvent se poser. Alors je m'en profite pour dire que, évidemment, le Living Lab, il n'est pas là pour faire ou pour gérer des ruptures technologiques. Quand il fait des promesses à l'usager qu'il réunit en son sein, il faut que ces promesses puissent être tenues dans un temps raisonnable et de façon à peu près certaine. Donc le Living Lab n'est pas un instrument de rupture technologique, il n'est pas le tout de la recherche, bien entendu. Par contre, voilà, il doit être capable de la mobiliser. Et donc, il faut maîtriser en continu un processus d'innovation type ouvert aux utilisateurs finaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part effectivement de l'idée jusqu'à la réalisation de produits et leur suivi dans la vraie vie. Et ça, il faut organiser un peu ce travail, animé d'une façon très spécifique et particulière, et qui est sensiblement plus exigeante que l'animation d'une réunion de travail. Voilà, donc il y a un accompagnement de déploiement expérimental, je vais plus vite, rechercher des modèles d'affaires, convertir la valeur en marché solvable, et puis exploiter les retours d'expérience, donc de façon un petit peu cyclique. Alors, l'approche Living Lab au service des usagers, j'en ai déjà dit quelques mots. On voit bien que trouver un lieu dans lequel exprimer soit son ressenti, soit ses frustrations, soit les idées qu'on pense géniales et qui le sont parfois, sur les futures solutions, c'est effectivement intéressant. Donc ce concept procède d'une
de travaux de gestion, d'observation qui se sont intéressés à la façon de concevoir des produits qui trouvent vite un marché. Hein, voilà. Et la notion de conception ouverte, au départ, c'est de dire que les nouveaux produits qui vont rapporter du chiffre d'affaires aux entreprises, ils ne s'inventent pas peut-être en restant à l'intérieur de sa structure, mais ils ont plus de chances de déboucher sur des choses nouvelles si l'entreprise qui en est porteur ouvre ses livres, ses réflexions à d'autres entreprises qui font un autre métier. Donc ça a été le premier niveau et ça a donné lieu au développement de ce qu'on a appelé les clusters d'entreprises, hein, qui sont donc des entreprises qui acceptent, prennent le risque de partager entre elles. Alors ce partage, il est intéressant, mais ce n'est pas encore trop compliqué parce que les entreprises partagent entre elles une certaine vision de l'activité économique, du business, de ce que c'est que l'achat, la vente, etc. Eh bien, faire rentrer des utilisateurs, c'est un petit peu plus compliqué parce que ces utilisateurs, d'une part, ils n'ont pas forcément cette culture-là. Hein. D'autre part, les intérêts qui sont en jeu, s'agissant de la santé, sont des enjeux vitaux et il n'est pas sûr qu'on puisse mélanger facilement. Enfin, il est même sûr que c'est assez difficile. Il y a un certain nombre de précautions à prendre pour mélanger tout ça. Donc, si un industriel, un financeur, un responsable de territoire, parce que la santé contribue bien entendu de la qualité de la vie du citoyen, et donc, comme on le sait, suivant le médico-social ou le médical, ce n'est pas les mêmes instances, hein, mais enfin, les territoires sont engagés. Et puis surtout, les professionnels de santé, les citoyens. Les logiques de ces acteurs, leur compréhension du monde, leur savoir-faire, effectivement, sont très différents. Mais il est important qu'ils travaillent ensemble depuis le début. On ne va pas faire un beau concept et puis ensuite, une fois qu'il est pratiquement terminé, ça devient beaucoup plus compliqué de trouver l'industriel, lui expliquer les choses, etc. Il y a toujours un temps de latence, de conviction. Donc, c'est à la fois une perte de temps, c'est à la fois un exercice plus difficile. Si on fait sienne, partagée, commune, l'idée de départ, la proposition de valeur, on a des chances d'aller plus vite, d'entraîner plus l'adhésion. Et je dirais, si je prends cette image, cette solution-là, tout le monde est sur la photo, hein, donc tout le monde la reconnaît comme sienne et a envie de la porter. Hein, c'est un élément important. Et l'usager, justement, il a sa place, même et alors que, évidemment, du financement du projet, il n'apporte rien. D'où d'ailleurs des réflexions importantes sur la structure juridique d'un Living Lab, de manière à ce qu'il y ait cet équilibre des forces et que l'équilibre des pouvoirs ne soit pas lié à la quantité d'euros qu'on met dans l'affaire. Donc ça, c'est un sujet important. Et l'usager, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il transmette son expérience dès le début du processus, à la fois ses frustrations et ses envies, vous l'avez compris, et de contribuer aux choix fondamentaux de la nouvelle solution. Bien entendu, pas les choix technologiques, hein, mais des options fonctionnelles, des critères qui peuvent apparaître tout à fait anodins, dérisoires et peu coûteux, pour celui qui réalise, sauf qu'ils sont peu coûteux au départ, mais si on a oublié de le faire et que pour cette raison, il y a un refus, hein, du marché sur la solution, ben c'est trop tard et ça devient très coûteux. Donc ces points sont tout à fait fondamentaux. Donc l'ambition, c'est de répondre à un besoin essentiel du secteur en réduisant les risques de lancement de produits. Parce qu'on comprend qu'un produit annoncé comme ça, s'il est porté par le financeur et l'industrie, le bouche à oreille fonctionne au niveau des usagers. Et donc, l'adéquation aux besoins des futurs utilisateurs, eh bien, on trouve assez rapidement une propagation de la bonne parole et une appropriation simple parce qu'elle a été vue. Alors, il y a ce petit schéma qui aussi bouscule un petit peu les idées reçues sur la conception. D'habitude, quand on présente l'activité de conception, on présente le ovale vert. Hein. Donc, on a... alors je lis ce qu'il y a dedans, on commence par des concepts, on est capable aujourd'hui éventuellement, hein, si l'enjeu le mérite, des univers virtuels pour aider l'utilisateur à se représenter les choses. On met entre ses mains des maquettes, on fait des prototypes et puis après on tourne, hein, sur ce côté-là et on théorise là-dessus, on fait de l'accumulation d'expériences, on valide des modèles, etc. Ce qui est dans ce modèle, c'est qu'il n'y a pas seulement, je dirais, une intervention de l'usager avec ce qui est en plein milieu du schéma qui s'appelle négociation. Non, l'usager lui-même, il a son propre cycle de vie. C'est-à-dire qu'il
il se confronte, il a une expérience réelle, hein, qui est au milieu là, il a une pratique, et puis bon, il essaye, il bricole des choses par lui-même, éventuellement il le fait en échangeant avec d'autres, ce qui est facilité par l'existence de réseaux sociaux. Éventuellement, au travers d'associations, il pose des exigences, hein, sur les produits du marché. Et donc, quand il arrive en présence d'une équipe ou d'un Living Lab, il a déjà embarqué tout ce savoir-là. Et une des caractéristiques de Living Lab, c'est qu'il n'y a pas un rond vert avec des concepteurs qui savent et puis un rond orange avec des pauvres gars, hein, qui sont bien ignorants, ma foi, et auxquels on va traiter un peu comme des cobayes. On va juste vérifier que c'est acceptable pour eux. Je déteste absolument le terme acceptabilité. C'est pas ça qui est intéressant. Quand on explique aux gens que s'ils font pas ceci ou cela, ils vont peut-être voilà, aggraver leur situation de santé, etc., ils sont prêts à accepter tout. Non, ce qui est intéressant, c'est que les choses soient désirables, que les gens en aient envie. Hein. Ils ne respectent plus une prescription, ils le font parce qu'ils savent que c'est leur intérêt et parce que bon, ça les gratifie, ça leur fait plaisir ou c'est facile d'utiliser la solution. Et ça, dire les choses comme ça, c'est une révolution dans le monde de la santé. Et donc cette représentation est tout à fait illustrative de ce que le Living Lab apporte de nouveau. Alors, bon, si je bascule au champ de la politique publique, on voit que du coup, les Living Labs sont quelque chose qui sont de l'ordre de l'innovation, ça crée de la valeur, mais aussi de la participation. Donc, et en rouge, alors je vais parler du forum de Living Lab, qui est un réseau de Living Lab, hein, dans un sens, je dirais, bottom-up, c'est-à-dire c'est un collège de Living Lab et d'entreprises et de professionnels et de gens de la recherche intéressés par ces démarches qui se bornent, je dirais, à ensemencer le territoire, à voir ce qui germe et puis à échanger sur des pratiques déjà observées pour voir si le Living Lab naissant tire le meilleur parti de l'expérience accumulée dans ce pays. Et donc, bon, il a été installé à l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière et il s'appelle le Forum des Living Lab Santé Autonomie. Vous avez le petit logo qui le représente. Hein. Donc ce forum, c'est un instrument à la fois de santé publique et d'innovation. Hein, et dans ces échanges, les Living Lab vise à partager des pratiques, une éthique, une démarche, bon, de l'amélioration continue de cette façon de faire. Donc aujourd'hui, le forum est constitué d'un certain nombre de correspondants territoriaux qui sont figurés en bleu sur cette carte, avec en bleu clair des Living Labs émergents pour lesquels des discussions sont en cours. Et c'est exclusivement dans le champ de la santé et de l'autonomie. Donc, vous voyez que ce n'est pas négligeable. La carte n'est pas tout à fait à jour, puisque je crois que sur le point bleu que vous trouvez en Midi-Pyrénées, eh bien, ce point bleu, c'est ici même. Et il est plus bleu clair. Et depuis quelques semaines, il est bleu foncé. Et donc, je me réjouis beaucoup de l'annoncer aujourd'hui. Et donc, outre l'animation nationale, hein, ces correspondants territoriaux ont des choses à se dire. Et ce qui est visuel là ici, c'est les échanges, les visites qu'ils se rendent les uns les autres pour comprendre les outils, les approches, les installations qui sont maîtrisées, les moyens d'investigation, les plateaux techniques, etc., de manière à mutualiser au maximum à la fois les compétences et les moyens. Alors le Living Lab, c'est un concept à succès. Ça, c'est pas seulement la santé, c'est l'ensemble des secteurs de l'économie. En CIVAG, hein, on est passé de quelques unités de Living Lab à plus de 320 Living Lab. Alors en même temps, le réseau Enol donc, donne un label, il pose un certain nombre de questions dont il valide les réponses, mais par rapport au forum des Living Lab, on considère que c'est ni nécessaire ni suffisant. Hein, ce protocole de reconnaissance, il peut être intéressant pour une mise en visibilité, mais nous souhaitons aller beaucoup plus loin dans l'approfondissement et des échanges de pratiques que ce que fait Enol. Mais simplement, cette figure est pour vous montrer le caractère européen de la chose. Alors, 2006, c'est la date du premier Living Lab agréé par Enol, donc c'est quand même très 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 récent. Quelques chiffres. Bon, la France a un fort contingent. Alors, cette planche donc, concerne
Enol et les réseaux, les Living Labs en général. Je vais vous parler maintenant de façon illustrative de Living Lab Santé que nous avons avec les quelques personnes qui ont porté le rapport à l'époque, qui a 3 ans, sur la valeur des Living Labs en santé et autonomie, apporté un témoignage d'un cas allemand dans lequel voilà, des universités ont décidé de mobiliser, chacune en ce qui les concerne, une équipe. Alors une équipe en fait assez importante, de façon exceptionnelle, qui comportait 23 personnes. Alors c'est tout à fait hors norme. La norme, encore une fois, c'est quelques unités, et quand ça fait 10 personnes, c'est déjà considérable. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder. Alors, ils auraient pu peut-être laisser dans l'université un certain nombre de ces compétences. Comme c'était un phénomène tout à fait nouveau, ils se sont facilité les choses en mettant tous ces gens ensemble. Et ils se sont également dotés d'équipements techniques, en l'occurrence un mur d'image, un plancher avec des capteurs. Bon, alors suivant les Living Labs, on trouve des équipements techniques variés, mais ce n'est pas anodin. Je présente la planche sur les compétences avant de mettre la planche sur les outils. On est très intéressé dans les investissements publics par accumuler la quincaillerie. Le Living Lab, à la limite, il peut ne pas en avoir du tout. Il peut jouer avec des post-it, il peut faire des... Et puis, voilà, avancer sur des innovations organisationnelles avec zéro technologie à la limite. Mais bon, bien sûr, d'avoir ces technologies, ça peut apporter des choses. Alors maintenant, j'ai quelques verbatims qui vous permettent peut-être de toucher encore plus finement du doigt ce que ça représente. Alors je les lis. Dans Living Lab, le mot living invite les personnes dans le laboratoire de sorte qu'elles soient introduites dans l'univers des technologies. Les technologies sont là, mais il manque une réflexion sur la complexité. Les questions économiques n'ont pas non plus été tellement abordées, donc c'est un point dur des Living Labs. Il faut que cette valeur soit tellement prouvée qu'effectivement les entreprises payent par exemple pour mettre leurs produits. On n'y est pas tout à fait. Il y a aussi les questions de l'énergie, des automatisations utiles à domicile, c'est-à-dire qu'on se pose la question de l'univers économique du patient ou d'utilisateur quand il va voir tout ça. L'idée dans les Living Labs, c'est de créer des environnements, de les cibler de façon réaliste, de façon que les personnes puissent les sentir. Alors, plus intéressant, des scénarios sont élaborés selon divers points de vue. Dans la perspective du médecin, lorsque le patient vient à la consultation, ou dans celle du patient, quand le médecin vient lui rendre visite, par exemple. Ceci éclaire la façon dont on doit regarder l'interaction patient-médecin dans le contexte de la télémédecine. Il faut étudier comment les perspectives se déroulent en parallèle et poser les questions. Faut-il un grand écran? Comment chacun se présente-t-il à l'autre? Qu'est-ce que chacun voit de l'autre, de son environnement? Ces questions sont complètement nouvelles. Elles n'étaient pas abordées ni par les professionnels ni par les patients. Et ce Living Lab est vraiment tout à fait précurseur dans la capacité à réfléchir à la valeur de la solution, non pas pour l'un ou pour l'autre, mais pour l'écosystème, pour les individus en interaction. On s'aperçoit que c'est très différent d'imaginer et de montrer. Nous apportons les moyens de rendre visible ce qui est envisagé pour le futur. L'idée, c'est de mettre ces dispositifs nouveaux sur une plateforme réaliste. Nous espérons développer des méthodologies pour capitaliser sur ce type de connaissances, comment les gens réagissent, acceptent les technologies et mesurer cela. Il s'agit de le faire dans différents contextes pour différents types de réalisations, pour le diagnostic, le monitoring, pour des fonctions entre les mains du patient ou pour des équipements. Voilà, je pense que ceci, c'est vraiment un verbatim, c'est des choses, c'est l'intention, c'est la façon de faire, c'est ce que, voilà, c'est comment vivent cette équipe, cette notion de co-conception, de co-élaboration. Voilà, j'en ai terminé, j'espère avoir été à peu près correct en termes de timing. Merci de votre attention. Des questions dans la salle? Tout d'abord, merci. Avant l'intervention, je vous disais que je n'étais pas au clair. Je commence à l'être un petit peu plus grâce à vous. Vous avez abordé de façon très succincte la structure juridique des Living Labs. Et si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors, c'est une excellente question. Nous avons d'ailleurs organisé au sein du forum des groupes de travail, de réflexion transverse sur un certain nombre de sujets que tous les Living Labs partagent. Et ces sujets sont au nombre de 4, pour le moment en tout cas. Il y a les techniques d'animation qui sont très très particulières et exigeantes.
Il y a la dimension économique, hein, comment effectivement le Living Lab crée de la valeur et comment il peut trouver pour lui-même un modèle économique, hein, en convainquant les entreprises de s'engager dans ce terrain-là. Il y a une dimension santé publique parce qu'on a un jeu d'acteurs, des jeux de rôle, des contraintes et des exigences spécifiques au monde de la santé, hein, dans lequel ceux qui partent d'un point de vue territorial ou technologique ne maîtrisent pas. Et donc, c'est des questions à partager, hein, que ce soit dans la dimension réglementation de la recherche ou réglementation de droit du patient, etc. Et puis, il y a une dimension juridique, effectivement, qui inclut essentiellement deux dimensions. La nature de la structure juridique retenue, et puis également toutes les questions de propriété intellectuelle. Bon. Donc il y a un groupe de travail là-dessus, animé par une chercheuse du CNRS, qui est spécialisée dans la question de technologie de santé. Les deux principales préoccupations à avoir ont trait au lien entre le juridique et l'économique, d'ailleurs. Il faut une structure juridique qui permette effectivement au Living Lab de recevoir de l'argent. Et il faut une structure juridique qui évite que celui qui emporte la décision soit celui qui mette le plus d'argent. C'est évidemment à éviter. Alors, d'autre part, la structure juridique peut évoluer. On peut commencer de façon informelle, passer par la case association tant qu'on ne vend rien d'important. Et puis on s'est plutôt orienté vers une structure nouvelle, peu utilisée jusqu'à quelques années, qui s'appelle le SCIC, et qui est une structure dans laquelle on peut justement préserver cet équilibre des voix indépendamment des contributions financières apportées par les gens. Mais nous avons, je dirais, des éléments de doctrine, des éléments de réflexion au sein du forum qu'on partage avec les membres qui ont ces questions à traiter. Oui, merci pour votre exposé. Moi, j'apprends beaucoup de choses et je voudrais poser la question toute simple. Moi, je suis acteur de la e-santé, je suis porteur d'un projet. Comment un porteur de projet en e-santé peut s'insérer dans un Living Lab et combien ça coûte, sachant que quand on débute, on n'est pas une grosse structure. Voilà. Comment fait-on? Parce que moi-même, je vais vers des hôpitaux, je présente ma solution. C'est une application. Alors tout le monde la veut. Bien sûr, personne ne veut la payer. Mais ensuite, il faut le matériel. Moi, c'est sur une tablette. Donc le temps, on me fait revenir 2 fois, 3 fois. En tout cas, dans les hôpitaux parisiens, c'est pas évident. Et je provoque toujours beaucoup d'enthousiasme, mais bon, ça n'avance pas. Et moi, ce que je voudrais, c'est vraiment que les usagers utilisent et fassent évoluer mon innovation. Et j'ai beaucoup de mal. Alors, j'apprends que les Living Labs sont là, mais comment fait-on? Alors, c'est aussi une question excellente, c'est-à-dire difficile. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une situation où, je dirais, la conception selon le mode Living Lab fait partie du mainstream, hein, que c'est la façon naturelle et normale de faire, malheureusement. Donc, un des travaux, une des missions du forum est précisément de porter cette parole, hein, de l'exigence de la prise en compte du besoin de l'utilisateur et de l'accompagnement des initiatives innovantes de manière à faciliter cette mobilisation de la voix de l'usager, hein, et donc de porter cette parole en haut lieu, que ce soit au ministère de l'économie et des finances auquel j'appartiens, mais également au niveau du ministère de la Santé. Alors, à titre d'exemple, c'est encore assez récent, Denis Piveteau, quand il était secrétaire général des ministères des Affaires sociales, m'a demandé de présenter ce concept à l'Assemblée, au Collège des directions généraux d'ARS, pour qu'ils prennent conscience de l'intérêt de procéder de cette façon. Je travaille dans des groupes de travail actuellement à la PHP pour développer ces choses-là. Bon, d'un autre côté, il faut aussi que dans la conscience des entreprises, même les plus petites, et là, bien évidemment, il faut tenir compte des capacités financières des uns et des autres, le passage par la case Living Lab soit véritablement vu comme un investissement. Pourquoi? Parce que on voudrait transformer ces démarches répétitives, coûteuses, fastidieuses de la petite entreprise qui présente 50 000 fois la même chose avec des façons différentes, avec des critères différents, par quelque chose qui soit
on passe par la case Living Lab, on y passe un peu plus de temps, on dépasse un peu d'argent, mais après, on a une référence unique, reconnue, parce qu'elle a été validée par des gens qualifiés, neutres, indépendants par rapport à la solution, et qui apportent en même temps sur un plateau, je dirais, des usagers ou futurs usagers en capacité de valoriser la solution. Voilà. Alors, je n'ai pas de chiffre à donner parce qu'on est encore dans une phase expérimentale, mais l'idée, c'est au contraire de réduire sensiblement l'effort commercial, de le concentrer plutôt sur un effort de co-conception et d'adaptation. Il faut que le bilan soit plutôt meilleur, soit même meilleur économiquement pour les dépenses de la PME innovante que ce qu'elle est dans le contexte actuel avec ce porte-à-porte qui n'en finit pas, comme vous l'évoquiez très bien. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples en France d'innovations portées par les Living Labs dans les différentes régions que vous nous avez présentées? Alors, j'évoquais donc l'Institut de la Vision. L'Institut de la Vision travaille, par exemple, à des lunettes électroniques qui permettent, sur des visualisations de paysages ou d'environnement de la personne malvoyante, qui a le fond de son œil inopérant, de transporter cette image sur le côté en l'agrossissant, etc. Bon, donc c'est des lunettes avec de l'électronique intégrée. Et ils ont donc des outils d'environnement virtuel qui reconstituent cette déficience maculaire et qui permet à la fois donc, à des gens qui voient et qui conçoivent de voir comment les choses se représentaient, à valider le modèle de cet univers virtuel par rapport aux gens qui ont la pathologie, et puis ensuite de tester dans un autre outil qu'ils ont, qui est une rue artificielle dans laquelle les gens peuvent se promener, est-ce qu'ils reconnaissent les obstacles, etc. Voilà. Et donc le produit final est un produit qui est porté par un fabricant d'outils visuels. C'est un premier exemple. Alors j'ai un autre exemple qui présente l'intérêt d'avoir été testé dans la vraie vie. Et là, même, il n'y a même plus besoin de local. Ça a été développé en Champagne-Ardenne par dans l'UTT, l'Université technologique de Troyes, a en son sein un Living Lab qui s'appelle Active Aging. Et là, ça a été de mettre au point un outil d'évaluation de la fragilité. Et donc cet outil a été mis entre les mains d'évaluateurs qui sont allés dans les appartements visiter des personnes, pratiquer ces tests, et les résultats ont été apportés à la fois donc aux développeurs de la technologie, mais également aux services en charge de cette évaluation pour voir comment je dirais, les résultats de ce pacte devaient être transmis, à qui, dans quelles conditions, etc. Voilà, c'est un exemple tout à fait différent. Bon. Juste, pour conclure, je vais prendre notre exemple. Nous, à Calidial, on a monté un projet. Est-ce qu'on a un Living Lab ou est-ce qu'on a monté un projet en mode Living Lab? Parce que la question du comment on crée un Living Lab, quel statut juridique, je pense qu'on peut faire des projets, monter des projets en mode, pas forcément aller jusqu'au Living Lab pur et dur. Il y a plein de souplesse dans le Living Lab. Je crois que c'est un état d'esprit avant tout. Et je crois que le Living Lab, il y a quelque chose qui est très très important pour nous et qui a été, globalement, il y a 5 acteurs autour de la table, 2 industriels, un cluster, les payeurs et l'établissement de santé. Et c'est une zone de neutralité. Et je crois que ça, c'est très important, cette zone de neutralité dans un Living Lab. Vous l'avez très bien dit, où la parole, les paroles ont le même poids. Il n'y a pas quelqu'un qui a un poids supérieur à l'autre. Et il y a une co-conception qui est très importante. Et quelque part, le Living Lab, pour moi, c'est 1 et 1 ne font pas 2, mais 1 et 1 font 3, voire 4. C'est démultiplier les forces des uns et des autres pour être plus fort. Alors un petit commentaire, c'est vrai que la co-conception, elle peut être portée par un projet
sans passer par la case Living Lab au sens de la structure telle que je l'ai présentée. Je pense que l'intérêt de la structure, c'est qu'elle peut accumuler du savoir-faire. Elle peut accumuler du savoir animé. Elle peut acquérir une légitimité quand elle reconnaît, qu'elle évalue une réponse qui est plus grande que celle qui est réalisée par le porteur lui-même. Hein. Et enfin, elle peut même, je dirais, disposer, parce que finalement, il y a une forme de mutualisation dans la durée des équipements d'investigation et puis de l'environnement reconstitué dans le Living Lab. Donc, baisser pour des petites entreprises, hein, comme on entendait l'exemple tout à l'heure, hein, l'accès à des moyens de test en vraie grandeur dans la vraie vie, hein, qu'un certain nombre de projets ne peuvent pas se payer. Hein. Mais sur l'approche, c'est l'approche de co-conception que partagent des projets comme Calidial et les Living Labs que j'évoque. 11h15. La dernière question. On se retrouve à 11h45. Donc l'atelier, c'est les usages du numérique au service de la démocratie sanitaire et de l'éducation thérapeutique. Et on va tout de suite commencer par Evanie Caillé, qui est directrice générale de Renalou, qui est une association de patients. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Alors je vais surtout parler de démocratie sanitaire, même si sur Renalou il y a des choses qui s'apparentent d'assez près à de l'éducation thérapeutique, en tout cas de l'auto-formation des patients. Alors très rapidement, un peu d'histoire. Renalou, c'est un site, c'était mon site, mon blog qui est né au début des années 2000, quand j'ai été dialysée puis greffée. J'ai décidé de créer ce petit site qui était au départ un site de témoignages, qui ressemblait à ça et qui, au fil des années, a un peu évolué. En 2008, Renalou est devenue une association de patients. Il y a eu une première refonte du site. Et puis aujourd'hui, Renalou ressemble à ça. Donc c'est un site web avec beaucoup d'informations sur plein de thématiques, avec beaucoup de vidéos et aussi une communauté de patients qui s'articule essentiellement autour d'un forum qui est très fréquenté, et puis également autour des réseaux sociaux avec Facebook où les patients viennent beaucoup discuter, échanger. On est vraiment dans l'immédiateté sur Facebook, avec également une page Twitter qui n'est pas du tout fréquentée par le même type de public. On est plutôt sur des leaders d'influence sur Twitter, des journalistes, des médecins, des gens de l'industrie, etc. On a une web TV qui est très active avec maintenant pas loin d'une 50aine de vidéos qui sont faites pour et par l'association, où on donne beaucoup la parole aux personnes malades, à leurs proches, également un peu aux professionnels de santé, mais on essaie vraiment d'insister sur la parole des patients. Et on est sur des vidéos pédagogiques où les gens font part de leurs expériences. On est présent sur Scoopit, qui permet de faire des revues de presse intéressantes. C'est aussi un outil qui est très suivi maintenant. Renalou est un site fréquenté, il y a 1300 visiteurs uniques par jour, ce qui est pas mal pour une thématique aussi restreinte que l'insuffisance rénale. On a environ 3500 actifs sur les forums. Alors actifs, ça veut dire des gens qui sont venus au moins une fois dans l'année, qui sont connectés sur le site. 350 000 visiteurs uniques sur l'année 2013, et surtout on a un public très fidélisé, puisque en tout on a environ 20 000 internautes qui viennent au moins une fois par mois sur le site, sachant que parmi eux il y en a qui viennent beaucoup plus fréquemment et même de manière quasi quotidienne. On édite des brochures, je vais passer très vite, des brochures d'information pour les patients. Donc là, on est dans la vie réelle, on n'est plus sur Internet, même si on trouve évidemment les PDF sur le site. Mais ces brochures sont diffusées essentiellement dans les salles d'attente des lieux de traitement, des centres de dialyse, des centres de transplantation dans les hôpitaux. On fait des campagnes de communication à peu près de manière annuelle. On a aujourd'hui surtout beaucoup communiqué sur la greffe rénale de donneurs vivants, qui est assez méconnue en France. Donc l'idée, c'est de faire connaître cette possibilité. Et on a la chance dans cette démarche d'être accompagné à la fois par une grande agence de communication, puis par un certain nombre de sponsors mécènes qui nous offrent de l'espace, à la fois à la télé, sur France Télévisions, dans le réseau JC2Co, etc. Alors, j'en viens à la démocratie sanitaire. La première action réelle qu'on a menée dans cette direction concernait la révision de la loi de bioéthique. Entre 2009 et 2011, on
on s'était fixé comme objectif d'essayer d'obtenir une loi de bioéthique qui devienne plus favorable à la greffe. On a mené tout un tas d'actions, on a rencontré plein de parlementaires, on a impliqué dans cette démarche pas seulement les patients et leurs proches, mais aussi les professionnels de santé, des universitaires, des gens de la société civile. On a monté 2 colloques avec le ministère des Affaires étrangères pour confronter les pratiques françaises et dans un premier temps les pratiques européennes, puis les pratiques d'Amérique du Nord en termes de dons d'organes et de greffes. Et on avait demandé aux parlementaires impliqués dans la révision de la loi de modérer les tables rondes dans ces colloques, donc ce qui a permis de les sensibiliser. Et puis finalement, on a rédigé nos propres amendements qu'on a fait traduire en langage parlementaire et on les a portés auprès de différents députés et sénateurs. Et on a obtenu ce qu'on voulait. La principale mesure, c'était de rendre possible le fait de donner un rein à un ami. C'était strictement interdit en France jusqu'en 2011. On était un des derniers pays d'Europe à ne pas donner cette possibilité. Ça n'a pas été un mince combat puisqu'on a obtenu cette évolution contre l'avis du gouvernement et contre l'avis du rapporteur, qui dès le lendemain se félicitait de cette innovation, mais voilà, c'était pas gagné d'avance. On est intervenu sur des problèmes de médicaments. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a obtenu des succès dans ce domaine-là, notamment en montant des enquêtes très rapidement auprès des patients, en obtenant en quelques jours quelques centaines de réponses à des enquêtes qu'on transmettait à l'assurance maladie pour prouver la réalité de la problématique qui se posait. Et puis je vais surtout vous parler des états généraux du rein qui ont eu lieu entre 2012 et 2013. Et l'idée des états généraux du rein, c'était, voilà, comme l'indique l'affiche, quand les patients prennent leur destin en main, c'était d'essayer d'apporter des changements concrets à la prise en charge des maladies rénales en France et aux différents traitements que sont la dialyse et la greffe. Et pour ça, on s'est dit qu'on était tout à fait légitime comme association de patients, mais qu'on le serait encore plus si on parvenait à mobiliser à nos côtés toutes les autres parties prenantes, c'est-à-dire d'abord tout l'univers du soin, les sociétés savantes, les organisations paramédicales, les fédérations hospitalières, et puis tout ce qui gravite autour. Et voilà, on est parvenu à mobiliser en tout une quarantaine de parties prenantes, notamment toutes les associations de patients impliquées de près ou de loin dans les maladies rénales, les sociétés savantes, j'en ai déjà parlé, un certain nombre de mutuelles, la mutualité française, et puis les fédérations hospitalières, FHF, FHP et FEAP, et puis toutes les institutions, le ministère de la Santé, l'assurance maladie, la Haute Autorité de Santé, etc., etc. Et donc tout ce petit monde a non seulement accepté de participer et de donner son logo, mais c'est surtout impliqué au travers d'une démarche qui a duré en tout 18 mois et qui s'est déroulée en 5 grandes étapes. La première étape, c'était de demander à chaque partie prenante quels étaient ses propres constats et ses propositions d'amélioration. On a ensuite confronté ce qu'on appelait ces cahiers de propositions à l'occasion d'une réunion qui a eu lieu en juin 2012. Et cette réunion a permis non seulement de synthétiser un peu les demandes et les propositions de chacun, mais aussi de déterminer 11 grandes thématiques. Sachant qu'à chacune de ces thématiques, on a fait correspondre dans les mois qui ont suivi une journée de travail rassemblant toutes les parties prenantes. Et ces journées, on les a appelées des tables rondes du rein. On a mené une grande enquête sur laquelle je vais revenir. Et enfin, les états généraux du rein se sont clôturés en juin 2013, il y a maintenant tout juste un an. Alors, on avait pour cette démarche un comité de pilotage et un comité scientifique dans lesquels étaient représentées toutes les parties prenantes. Le comité scientifique était présidé par Jean-Pierre Grunfeld, qui est un néphrologue, mais qui est surtout bien connu pour avoir été à la tête du 2e plan cancer. Donc, c'était un type de démarche qui avait beaucoup de sens pour lui. Et puis, un rapporteur général, Alain Coulon, qui était l'ancien directeur général de la Haute Autorité de Santé. Et j'ajoute que toutes ces personnes ont accepté de se mobiliser, évidemment, de manière totalement bénévole autour de notre démarche. Et c'est là que le numérique intervient, c'est qu'on avait très peu de moyens pour monter ces états généraux du rein, donc on s'est appuyé énormément sur le numérique, et notamment pour ces 2 comités. On a créé pour chacun d'entre eux une mailing list, et qui a permis vraiment une très grande interactivité entre les membres des comités tout au long des états généraux, et une grande réactivité aussi dans les échanges et dans les réactions à avoir en fonction des événements qui survenaient.
On a aussi, pour créer cette dynamique, tenté de faire connaître au maximum la démarche. Alors d'abord sur le site de Rennalou, il y avait un espace entièrement dédié aux États généraux du Rhin, sur lequel on a pris le parti de vraiment tout mettre en ligne, tous les comptes rendus, des vidéos, tout ce qui se passait. Enfin, c'était vraiment les diaporamas, etc. Tout était systématiquement sur le site très vite. Sur les réseaux sociaux, on faisait buzzer, entre guillemets, chaque fois qu'il se passait quelque chose de nouveau sur Facebook, sur Twitter, etc. On s'est appuyé également sur nos parties prenantes qui ont bien relayé auprès de leur propre réseau. Et puis on a eu recours aussi à l'emailing, et ça a été un outil très intéressant en diffusant de manière très régulière des newsletters des EGR à plusieurs types de contacts, et des newsletters qui étaient vraiment ciblés sur chaque typologie de contact. On a la chance d'avoir une base de données d'environ 6000 contacts patients. Alors il y a des guillemets parce que c'est des patients, des proches de patients, des gens qui sont dans cet univers-là. Environ 1500 contacts qui sont néphrologues, là aussi je mets des guillemets parce que non, il y a des infirmières, il y a des gens qui travaillent dans le monde de la néphrologie. Et puis environ 16 000 contacts institutionnels, où là c'est beaucoup plus large, mais où on a notamment tout l'univers de la haute administration, des ministères, de l'industrie pharmaceutique. Enfin, c'est aussi quelque chose de très large. Et donc on communiquait de manière ciblée en direction de ces 3 cibles de manière très régulière. Les tables rondes du Rhin, j'en ai un peu parlé. L'idée, c'est qu'il y avait à chaque fois entre 40 et 50 participants à chaque table ronde, avec en moyenne un tiers de patients, un tiers de médecins, un tiers d'autres types de participants. On a beaucoup utilisé Internet pour recruter les participants. C'était très ouvert, les états généraux pouvaient participer qui voulait. On faisait des emailings pour proposer aux gens de s'inscrire. Et donc, ils pouvaient s'inscrire sur SurveyMonkey et venir participer à la journée. Et puis, on a également utilisé beaucoup Dropbox pour proposer des bibliographies qui permettaient aux participants de se préparer à chaque table ronde et de s'imprégner du sujet, des grandes problématiques, etc. Les synthèses étaient rédigées par nous, mais on les soumettait à tous les participants qui étaient venus à la table ronde et qui pouvaient les modifier, apporter des suggestions, etc. Donc on était vraiment dans une démarche de co-construction qui a été rendue possible par Internet. Chaque table ronde était filmée et on mettait dans les jours qui suivaient un petit montage en musique, quelque chose d'assez dynamique et sympathique qui reprenait les grands moments, les grands messages de chaque table ronde du Rhin. Et ces vidéos sont toujours disponibles sur YouTube. Et puis, je l'ai déjà dit, absolument tous les documents, présentations, etc. étaient mis en ligne très rapidement et librement accessibles. Et puis tout ça faisait évidemment l'objet de discussions sur le forum de Rennalou, sur les réseaux sociaux, et les patients réagissaient en temps réel, et ça donnait à certains d'entre eux l'envie de s'inscrire à la prochaine table ronde pour participer à leur tour, etc. Donc voilà une des vidéos des tables rondes de Rhin sur YouTube. L'enquête des états généraux, donc ça a été probablement un des points clés des états généraux du Rhin, parce qu'on souhaitait vraiment donner la parole aux patients de manière très large, et c'était probablement le seul moyen de le faire. Donc on a rédigé un questionnaire qui prenait à peu près entre 20 et 30 minutes à remplir, et on l'a diffusé à la fois sur Internet, donc c'est un questionnaire SurveyMonkey, et puis également en version papier avec un tout en un, une enveloppetée. On souhaitait que les patients ne puissent pas suspecter leur équipe de soins d'avoir accès à leurs réponses. Donc l'idée, c'est qu'ils glissaient le questionnaire rempli dans l'enveloppetée et dans une boîte à lettres, et ça nous parvenait directement. Pour occasionner des réponses, on s'est beaucoup appuyé là aussi sur les emailings, en communiquant à la fois auprès des patients et auprès des médecins, en leur disant l'enquête arrive, incitez vos patients à participer. Et donc sur les 6 mois à peu près de recueil des résultats, on a envoyé sur une base mensuelle un emailing pour améliorer la participation à l'enquête. Et ça a plutôt bien fonctionné. Voilà en gros l'évolution. Alors ça, c'est uniquement les réponses Internet, mais on voit bien l'effet de chaque emailing sur le taux de réponse. Et donc ça fonctionnait plutôt bien. Les résultats, on a eu plus de 8500 questionnaires retournés. C'était un résultat auquel on ne s'attendait pas. On imaginait avoir à peu près 3000 réponses. En fait, ça a été beaucoup plus large que ça. J'ai pas mentionné le fait que le questionnaire papier était diffusé par les fédérations hospitalières sur les lieux de traitement, donc dans les salles d'attente, auprès des médecins. Ça dépendait un peu de la manière dont ils choisissaient de faire les choses. Il y a eu un peu plus de 6000 réponses papier et près de 2500 réponses Internet. Donc les patients, malgré l'âge avancé des patients en insuffisance rénale, ils sont quand même présents sur le web, c'est quelque chose d'important à souligner.
Et surtout, parmi ces questionnaires, il y en a 7000 environ qui ont été remplis par des personnes dialysées ou greffées, sachant qu'en tout en France, il y a 71 000 patients dialysés ou greffés. Donc on a eu 10% de la population des patients insuffisants rénaux au stade terminal qui ont répondu à l'enquête, ce qui est un résultat tout à fait inespéré qu'on rencontre rarement dans ce type de démarche. Et une des explications à ce succès, c'est que les patients avaient vraiment envie de s'exprimer. Et ça, on l'a vu, il y avait une question ouverte où on leur proposait de nous dire ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait améliorer. Et là, on a eu des tas de feuilles volantes rajoutées dans les questionnaires, des tas de verbatim, et vraiment des choses extrêmement intéressantes. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'à l'issue de beaucoup des questionnaires, les patients nous remerciaient d'avoir fait cette enquête. Alors, normalement, c'était plutôt à nous de les remercier d'avoir participé. Et là, on sentait qu'ils faisaient cette démarche. Voilà. Alors les résultats ont été publiés dans un premier temps dans le journal Le Monde. Il y a eu un dossier de 3 pages fin mars 2013 qui s'intitulait « La détresse des malades des reins », puisqu'en effet, un des principaux messages des patients, c'était la difficulté qu'il y a à vivre avec cette maladie et les traitements qui vont avec, difficulté qui était probablement insuffisamment connue et prise en compte jusque-là. Et je ne vais pas vous détailler les résultats de l'enquête, mais on a fait aussi quand même une découverte qui était totalement méconnue en France, c'est le fait qu'il existe des inégalités sociales majeures dans l'accès au traitement de l'insuffisance rénale terminale, à la dialyse et à la greffe. Donc, et toutes choses étant égales par ailleurs, on a vu que les patients greffés sont sensiblement plus diplômés que les patients dialysés en France. C'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés, qui a beaucoup interpellé notre comité scientifique. On a beaucoup discuté, on a corrigé tous les biais possibles sur les âges, sur les pathologies, etc. Et c'est quelque chose qui est indiscutable. Alors très vite, les constats des états généraux du rein, on a montré à travers toute cette démarche que même si ces pathologies sont moins connues que d'autres, comme par exemple les cancers ou le VIH, elles sont longtemps silencieuses, elles évoluent lentement, mais lorsqu'elles atteignent un stade avancé, elles deviennent vraiment dévastatrices dans leurs effets, à la fois sur le corps des personnes, mais aussi sur leurs existences. Elles sont extrêmement coûteuses pour l'assurance maladie, 4 milliards d'euros pour les 71 000 patients dialysés ou greffés en France. Et elles sont surtout très inégalitaires dans leur thérapeutique, et c'est probablement un des principaux enseignements des états généraux du rein. Selon le lieu où vous serez pris en charge, vous n'aurez pas les mêmes chances d'accéder à certains types de dialyse plus ou moins autonomes ou d'accéder à la greffe de rein. On a regroupé toute notre démarche, toutes les synthèses des tables rondes, etc., dans un rapport qui est assez épais, et on a formulé une centaine de propositions d'amélioration regroupées en 5 grands axes. Le premier concerne l'orientation, l'information et l'accompagnement des patients. Le deuxième s'appelle « Priorité à la greffe » et il dit que la greffe doit devenir le traitement de première intention d'insuffisance rénale terminale. Le troisième concerne les parcours des patients. Le quatrième, tout ce qui a trait à la prévention, au ralentissement de la progression des maladies rénales et à l'amélioration des connaissances. Et le cinquième, enfin, concerne l'amélioration de la vie des malades, et le chantier est considérable. On s'est tous retrouvés le 17 juin 2013, donc pas sur le web cette fois, mais au ministère de la Santé pour le colloque de clôture des États généraux. Ça a été une journée assez intense, dont les conclusions ont été prononcées par la ministre, qui a pris un certain nombre d'engagements et qui nous a aussi dit qu'on avait réalisé un des plus beaux exemples de démocratie sanitaire dans notre pays. Donc on était tous très contents. On a eu une couverture médiatique très importante. Enfin, j'ai mis quelques articles, mais il y en a eu vraiment des centaines. Et une sensibilisation majeure sociétale autour des maladies rénales à l'occasion de ce colloque de clôture, avec une prise de conscience des pouvoirs publics qui était vraiment ce qu'on souhaitait occasionner. On a fait dans les semaines qui ont suivi des retours aux participants, une brochure sur les résultats de l'enquête qui a été adressée à tous les patients qui avaient participé, dont on avait les coordonnées, et puis une brochure également pour tous les professionnels de santé qui regroupait un résumé de la démarche et des propositions des états généraux. Et aujourd'hui, 1 an après, les choses continuent, la dynamique ne s'est pas arrêtée. D'abord, au sein même des États généraux, on a décidé de continuer un certain nombre de groupes de travail sur des thématiques particulières. Donc on a un groupe sur les parcours, un autre qui concerne un dispositif d'orientation et d'information des patients qu'on espère voir implémenté dans la vraie vie dans les mois qui viennent. Un autre sur l'éducation thérapeutique, un groupe sur l'établissement d'une charte de la dialyse qui vise à homogénéiser et à améliorer les conditions à la fois de qualité des soins, d'accueil des patients et centres de dialyse, un groupe sur l'assurance, énorme problématique pour les patients qui ont une insuffisance rénale,
Et puis un groupe, et là c'est intéressant parce que celui-là, c'est pas nous qui l'avons mis en œuvre, c'est certaines des parties prenantes des États généraux. Les psychologues se sont rencontrés, elles avaient peu de liens entre elles, elles se sont rencontrées à l'occasion des États généraux, elles ont monté un réseau et elles ont mis en place ce groupe qui s'appelle Besoins psychologiques en néphrologie, en nous proposant de nous y associer, ainsi que d'autres professionnels de santé, etc. Et leur objectif est de construire un état des lieux et des besoins psychologiques dans le domaine de la néphrologie. Alors on a aussi obtenu des choses très concrètes. D'abord, les États généraux du Rhin ont été mentionnés dans la stratégie nationale de santé, qui a fait de l'insuffisance rénale une des 2 pathologies pilotes pour les parcours, la seconde étant le cancer. Dans les SIOS greffes, qui sont des instructions adressées par les ARS, adressées par la DGOS aux ARS, les objectifs chiffrés de développement de la greffe des États généraux ont été repris et déclinés pour chaque ARS. Certaines ARS ont fait de l'insuffisance rénale cette année leur priorité, une de leurs priorités, c'est le cas en Île-de-France par exemple. La Haute Autorité de Santé a mis en place un certain nombre de groupes de travail qui reprennent nos demandes, notamment un groupe de travail sur les indications de la greffe, la réalisation d'un socle d'informations sur les traitements de l'insuffisance rénale, et ce qu'on espère voir se mettre en place dans les mois qui viennent, c'est la création d'un rapport d'experts sur le modèle du rapport IENI dans le VIH ou du rapport d'experts sur les hépatites. Une minute. C'est ma dernière diapo. Super. Voilà. L'Agence de la biomédecine met aussi en place des choses. Il y a eu une campagne grand public sur la greffe rénale de donneurs vivants, ce qu'elle n'avait jamais fait jusque-là. Elle est en train de développer un programme pilote sur un nouveau type de prélèvement qui devrait permettre d'améliorer le recours à certains donneurs d'organes, des modifications du score de répartition des greffons. Enfin, tout ça est directement des réponses à nos demandes. J'ai parlé des inégalités sociales. On a fortement milité pour que dans le registre de l'insuffisance rénale en France, il y ait une variable sociale. Et on a su hier que c'était acquis. Donc le niveau de diplôme va être enregistré dans ce registre de manière à ce qu'on puisse suivre et mieux comprendre les inégalités sociales qu'on a observées. Et puis on a vu hier sortir, la première partie est sortie vendredi et la deuxième hier, le rapport 2014 de l'assurance maladie qui répond à la demande du gouvernement de faire un certain nombre d'économies de santé. Il y a une grosse partie sur l'insuffisance rénale dans ce rapport qui reprend complètement nos axes et nos propositions, à la fois dans le domaine du développement de la greffe et aussi dans le recours à des techniques autonomes de dialyse. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, on est assez content du contenu de ce rapport et du fait que l'assurance maladie se soit ainsi emparée de nos propositions. Et ce qu'on attend, et c'est prévu, on sait que le cabinet de la ministre y travaille et que les choses sont bien avancées, c'est l'annonce, on l'espère à la rentrée, d'un plan d'action Rhin qui là aussi reprendrait un certain nombre de propositions des États généraux du Rhin. Voilà, et je vous remercie, et si vous voulez plus d'infos, tout est sur www.renalou.com. Merci beaucoup pour cette présentation et ce bel exemple de démocratie sanitaire. Il n'y aura pas de questions, les questions se feront autour du repas, si vous en avez. Robert Picard, 30 secondes, un commentaire. Non, je peux qu'être tout à fait émerveillé par à la fois l'engagement et la capacité de la puissance publique de se saisir d'un tel travail. C'est exemplaire, rien d'autre à dire. Alors, on va passer directement à Géraldine Goulinet qui... allez, je vous passe la parole. Donc moi, c'est une autre posture que je vais prendre et en même temps avec une double casquette. Donc d'abord la posture de la recherche, de comment en fait les chercheurs en sciences de l'information et de la communication et en sciences humaines se sont appropriés aussi ces thématiques de démocratie sanitaire et d'éducation thérapeutique. Ce qui m'a amené donc à travailler mon mémoire de recherche en sciences de l'information et de la communication sur le rôle socioculturel des communautés virtuelles des patients dans le suivi des maladies chroniques et qui m'amène aujourd'hui dans le cadre de mes attributions au sein de l'équipe Rodin, qui est une équipe de recherche sur les usages en Aquitaine pour les dispositifs numériques, à travailler sur un projet de recherche qui s'appelle UseCare que je vous présenterai par la suite autour des problématiques d'inclusion et donc également de démocratie sanitaire sur un territoire.
pour vous rappeler, c'est que c'est vrai que bien évidemment, comme je vous le disais, sous l'angle des chercheurs en sciences humaines et sociales, les problématiques liées à l'éducation thérapeutique ou à la démocratie sanitaire sont entrées depuis pas mal de temps dans le sillon en fait universitaire, par rapport de toute façon déjà à un contexte qui est celui-ci que vous connaissez et sur lequel je ne m'étendrai pas, que ce soit par rapport évidemment aux maladies chroniques ou que ce soit par rapport à l'arrivée d'Internet. Alors c'est vrai que ce cadre de réflexion qui anime, on va dire, depuis à peu près les années 2000, les chercheurs, que ce soit en sociologie, en sciences de l'éducation, en sciences de l'information, vient de celui-ci, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu une déformation entre guillemets entre la connaissance qui était jusqu'ici centralisée vers une connaissance aujourd'hui partagée, et donc justement l'expérience de Rénalou nous le prouve bien. Dans le cadre de mon mémoire, ce qui m'intéressait, c'était bien évidemment de revenir sur cela, c'est-à-dire avoir, à partir des dispositifs numériques qui sont proposés aujourd'hui, notamment ceux du web social, comment donc les rôles des médecins et des patients ont-ils pu changer, quelle place occupent ces dispositifs numériques dans la pratique éducative aujourd'hui, et comment les communautés virtuelles de patients peuvent-elles faire évoluer le modèle d'éducation thérapeutique actuel. Bon, sur les hypothèses, là, on reste sur une méthodologie de recherche classique, mais ce qui est important, c'est effectivement de voir la manière dont j'ai pu travailler. Et en fait, je me suis appuyée sur des 3 plateformes qui sont un petit peu dans l'air du temps, qui ont été, pour la plupart, sont nées pratiquement en même temps, entre 2010 à peu près et 2012, qui sont des plateformes, on va dire, plutôt à vocation, entre guillemets, commerciale, c'est-à-dire des plateformes qui sont issues vraiment de la filière TIC Santé actuelle, et qui proposent, je dirais, à la différence de communautés virtuelles de patients structurées en forum tel Rénalou, sous un modèle associatif, elles sont vraiment nées au départ de cet objet technique, de cet objet technologique à la disposition donc des patients. Donc comment j'ai travaillé ? J'ai travaillé en fait avec une méthodologie qu'on appelle l'observation ethnographique en ligne. Je me suis appuyée, donc je suis rentrée dans ces communautés, enfin dans ces sites. J'ai créé mon avatar et j'ai observé un peu ce qui s'y passait, ce qui s'y déroulait sur ces 3 plateformes. L'idée a été de voir comment ces usages qu'on appelle un peu informels, qui ne sont pas du tout structurés dans un cadre d'éducation thérapeutique, comment ils étaient mobilisés et comment donc ces usages pouvaient être éventuellement comparés au référentiel de compétences développé par l'HAS en éducation thérapeutique. Donc, qu'est-ce qui a été étudié ? C'est surtout évidemment les fonctionnalités techniques. Je me suis référée bien sûr à la manière dont les dispositifs aujourd'hui offraient des possibilités, notamment d'auto-évaluation, d'auto-soin. Et ensuite, donc les fonctionnalités sociales, tout ce que l'on va retrouver d'ailleurs dans les forums de discussion, la possibilité de partager, de contribuer, de discuter, et qui fait que ça développe aussi je dirais, le savoir expérientiel du patient, ce que les chercheurs d'ailleurs ont pour la plupart donc exprimé à travers leurs différentes observations, et les fonctionnalités éducatives à travers justement les référentiels de compétences développés par l'HAS. Donc voilà, contribution, personnalisation, partage et discussion qui ont été étudiées. Donc par rapport à ça, j'ai donc construit une grille qui m'a permis effectivement de voir et surtout de montrer 2 choses. La première, c'est qu'il faut faire une différence entre la médiation et la médiatisation, c'est-à-dire que mettre en ligne dans les dispositifs numériques des solutions ou des fonctionnalités ne veut pas dire que l'on fait de l'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est ce qui m'a permis, et la mise en place de cette grille d'analyse m'a permis de faire justement cette différence entre médiation et médiatisation. Concernant la médiation, donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est que l'analyse ethnographique en ligne et en travaillant sur la sémiotique, c'est-à-dire vraiment sur le langage qui a été utilisé,
on s'aperçoit qu'on fait quand même appel à travers ces plateformes à des dispositions de phrasé, langage, textuel, visuel, qui vont quand même forcément, donc, à un moment donné ou à un autre, interpeller les internautes qui sont sur ces communautés et que l'on peut retrouver aussi dans le cadre d'accompagnement ou le cadre d'entraide que l'on peut retrouver aussi sur les forums de manière informelle ou même dans le cadre d'éducation thérapeutique dans un cadre plus formel. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin dans parce que je pense que le temps est très centré. Donc, je fais vraiment très rapide. J'aurais voulu vous présenter plus en détail la manière dont j'ai pu travailler sur la méthodologie et sur les résultats. Je vous invite à voir sur le site justement de Formatique Santé, mon mémoire est en ligne. Ce qui est important, je pense qu'aujourd'hui, ça a été de voir, et ça fait aussi de toute façon l'objet du suivi, enfin mon mémoire fait l'objet du suivi d'une thèse qui a été réalisée par Isabelle Harry, et qui s'était d'ailleurs intéressée à ces problématiques de forums de discussion, et la manière dont ces forums aujourd'hui pourraient être appropriés dans une formalisation d'éducation thérapeutique. Je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on puisse rebondir sur cet usage des patients pour pouvoir se le réapproprier à la fois autour d'études de cohortes. Et c'est l'objet, donc, justement, du travail que je vais mener maintenant. Que ce soit dans mon travail de thèse, c'est-à-dire que cette observation aujourd'hui qui pose plus un diagnostic et qui vient compléter ce que les autres chercheurs ont pu déjà mener en France ou à l'étranger, puisque bon, on s'aperçoit que de toute façon cette tendance, elle n'est pas seulement en France, elle est surtout en national, et beaucoup de chercheurs d'ailleurs canadiens se sont intéressés à ces problématiques de savoir expérientiel du patient, du comment les usages numériques peuvent développer le savoir expérientiel des patients, et comment donc ces usages aussi ne sont pas aussi source peut-être d'inégalités et de fractures sociales. Donc le projet de ma thèse, lui, va porter sur justement ces processus de médiation dans les pratiques d'éducation thérapeutique, avec comme, je dirais, sujet, donc là, ça sera vraiment la mise en œuvre sur 3 ans d'un travail longitudinal de cohortes de patients qui seront connectés, non connectés, suivis ou non suivis en éducation thérapeutique, autour, bien sûr, de critères d'inclusion qui va être l'ALD, et probablement donc pathologie cancéreuse. Et l'idée étant de pouvoir donc étudier les formes, les fonctions justement d'empowerment, que ce soit individuelles, communautaires ou organisationnelles, qui vont permettre donc le développement de cette capacitation d'agir et cette capacité ensuite de réagir éventuellement dans un cadre de démocratie sanitaire. Donc, ce qui veut dire que ça ne sera plus de l'observation en ligne, ça va être un questionnement auprès des patients, ça veut dire un suivi sur 3 ans à N plus, on va dire, N plus 2 et N plus 3, pour voir un peu l'évolution et pouvoir revenir avec des éléments un peu plus probants que ceux développés dans ce travail de thèse qui était plutôt vraiment un travail d'observation générique. Donc là, bon, les indicateurs d'études, je vous ai dit, l'étude longitudinale, donc sur 2 cohortes. Les indicateurs individuels, et bien sûr, on regardera les équipements numériques, les pratiques numériques, la géolocalisation, l'environnement social, le niveau de formation, le stade de chronicité. En communautaire, c'est-à-dire l'inclusion, si effectivement le patient est oui ou non suivi en éducation thérapeutique, en lien avec une structure de référence. L'organisationnel, c'est évidemment le lien avec les médecins, qu'ils soient connectés ou pas, et comment effectivement donc, les usages et les pratiques peuvent se réinsérer dans une formalisation. Ça, c'était sur la continuité par rapport à mon travail mené l'année dernière, qui était vraiment un travail d'observatoire et qui devrait prendre forme maintenant pendant 3 ans. L'autre casquette, comme je vous l'ai expliqué, c'était effectivement de le repositionner au niveau d'un territoire. Et c'est le travail du projet de recherche qui a été déposé par le biais de mon équipe à la région. Nous sommes en attente de financement. Le projet de recherche Yosicare, qui est une étude sur l'e-inclusion des individus en perte d'autonomie par les dispositifs numériques en Aquitaine. Et le principe a été effectivement de modéliser ce travail de recherche sous la structuration d'un Living Lab, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui, donc il a été labellisé par un cluster, le cluster TIC Santé Aquitain.
Et en fait, il y a sur l'organisation de ce projet de recherche évidemment une contribution universitaire relativement importante. Différentes disciplines y sont représentées. Des disciplines, bien sûr, en sciences humaines et sociales, que ce soit en sciences de l'éducation, en sciences de la formation et de la communication, que ce soit en sociologie ou en anthropologie, mais également donc, des sciences de santé publique, par exemple, avec une chercheuse qui vient de l'Université de Louvain, plus, bien évidemment, une forte contribution des industriels, du cluster qui font partie de cette équipe de recherche à partir de leurs outils qui seront étudiés donc pendant 3 ans, plus bien évidemment donc toute la partie institutionnelle. Ce programme de UsiCare, l'idée sera donc plus de rebondir sur effectivement cette idée de démocratie sanitaire en étudiant donc le principe de l'e-inclusion. Pour rebondir à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'à fracture aujourd'hui numérique, l'idée c'est qu'on puisse voir aussi s'il n'y a pas une fracture d'usage. Et donc les hypothèses d'étude de ce projet, c'est l'e-inclusion comme un processus d'acculturation des personnes en perte d'autonomie, en développant chez eux des compétences numériques, et l'e-inclusion comme un facteur de transformation, notamment dans ce qui est des sociabilités, de son rapport à soi et aux autres. Donc voilà un petit peu la schématisation de la démarche. Je vais aller assez vite. Merci. Voilà. Et je crois que là, c'était sur l'e-inclusion, je vais aller vite. Donc les 4 axes, bon, c'est pareil, j'ai des éléments qui pourront vous les expliquer. Voilà, j'avais terminé. Merci beaucoup. Pendant le passage de relais, 30 secondes à Robert Picard. Oui, je ne veux pas confisquer du temps de parole aux gens qui ont des choses si intéressantes à dire. Je voudrais juste mentionner qu'effectivement, cette notion de capacitation du patient ou d'user empowerment est une priorité européenne et bien entendu, vous avez des liens avec les travaux faits à ce niveau. Et puis deuxièmement, me référer à une étude qui a été conduite par le CGIAT sur ces sujets, que vous n'avez peut-être pas directement évoqué, c'est que le mode d'animation et d'administration du réseau social a un impact direct sur le type de participation. Donc il n'y a pas seulement, je dirais, les capacités, les fonctions techniques du réseau qui sont intéressantes, mais est-ce que c'est par exemple un médecin qui est régulateur ou pas voilà, est-ce que le réseau est porté par une association de patients ou est-ce que c'est un réseau généraliste? Donc le mode d'administration, et vous l'avez sûrement observé, est un élément important. Oui, alors ça a été déjà un petit peu observé dans le cadre de mon mémoire, et ce qui fera l'objet de l'étude, justement. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est plus aujourd'hui d'être vraiment sur une observation en ligne, mais de resituer le patient dans son contexte. Et l'analyse d'usage qui va être faite, effectivement, va prendre en considération donc, le patient, enfin l'usager, dans son contexte environnemental, et bien évidemment de le réintégrer dans sa relation après avec les professionnels de santé, pour qu'effectivement il n'y ait pas cette fracture d'usage qui s'opère avec d'un côté donc des dispositifs qui sont mis aujourd'hui sur le marché qui ne répondent pas forcément à la problématique organisationnelle dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Merci beaucoup. Je passe la parole tout de suite à Solène Chirbonan, chef de projet Educadom. Oui, bonjour. 15 minutes. Oui. Donc je travaille au sein du service de diabétologie du CHU de Toulouse et je vais vous présenter donc, non seulement le dispositif Educadom, mais 2 autres outils numériques utilisés au sein du service. Pour les 2 autres outils, donc, je parle au nom de mes collègues, donc je présenterai principalement les principales fonctionnalités de ces outils. Et vous allez voir, donc, ma présentation est plutôt d'ordre technique, comment on utilise ces 3 outils et comment les patients diabétiques du service peuvent utiliser ces outils. Concernant mon glucocompteur, donc, le glucocompteur est un outil qui a été développé en partenariat entre le CHU de Toulouse, une diététicienne, Jacqueline Delaunay, du service de diabétologie du professeur Hélène Hanner, et Sanofi Diabète. Donc au départ, cet outil était un outil papier et qui dernièrement a été développé sous forme d'application mobile téléchargeable sur iOS ou Android et gratuitement. Donc quel est le principe de cette application mobile ? L'objectif est d'aider les patients diabétiques au quotidien à gérer leur repas
en s'adaptant à leur mode de vie et atteindre leurs objectifs glycémiques. Donc il faut savoir que pour une personne diabétique, le plus important, c'est au quotidien d'équilibrer leur glycémie, et cela sur le long terme pour éviter qu'il y ait une apparition de complications. Et à long terme, ce peut être des complications qui sont très sévères, invalidantes et très coûteuses pour la société, notamment donc, les complications les plus graves peuvent être la cécité, une insuffisance rénale, des complications cardiovasculaires, ou encore une amputation du pied. Donc il est vraiment très important pour les diabétiques au quotidien, et ce sur du long terme, d'équilibrer leur glycémie. Donc l'intérêt de cette application, c'est que chaque jour, pour chaque repas, ils vont pouvoir évaluer dans leur assiette combien il y a de glucides, puisque le nombre de glucides qu'ils vont manger va impacter sur leur taux de sucre dans le sang, leur glycémie. Et donc cette application a différentes modalités. Et donc voilà, donc on y vient. Notamment de donner une évaluation moyennée justement du nombre de glucides contenus dans les aliments, dans une assiette, mais aussi une estimation du gras et de l'index glycémique, qui est donc la capacité d'un glucide à augmenter la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Il y a une autre modalité donc, dans cette application qui permet spécifiquement pour les patients qui ont une insulinothérapie, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre des doses d'insuline dans le cadre de leur traitement. Et donc ces doses d'insuline vont être adaptées à la quantité de glucides qu'ils auront ingérés. Et donc cet outil permet de faire un calcul rapide des doses d'insuline par rapport au nombre de glucides qu'ils auront mangés. Donc l'intérêt principal de cette application, c'est que c'est réellement un compagnon de repas pour les patients, et c'est un compagnon mobile puisqu'on peut le mettre sur son smartphone. Donc on peut l'utiliser autant chez soi pour un repas que chez des amis ou au restaurant, et c'est vraiment quelque chose qui est facilitateur au quotidien. Actuellement, donc, cette application est utilisée et proposée dans les séances d'éducation thérapeutique au sein du service de diabétologie. Donc, dernièrement, la diététicienne qui a fait partie du développement de cette application m'a dit qu'elle avait donc proposé l'utilisation justement de cette appli pour apprendre la quantité de glucides dans les aliments, et il se trouve que tous les patients dans la séance avaient un smartphone. Donc ils ont tous téléchargé l'application et ils sont rentrés chez eux avec cet outil qui pourra leur servir justement au quotidien, dans le futur, enfin dans le présent. Donc voilà comment se présente l'application. Tout simplement, donc, on crée un profil avec sa photo et son nom. Si le patient donc, a un traitement par insuline, il va entrer donc, les ratios d'insuline pour 10 grammes de glucides. Donc c'est une évaluation des doses d'insuline nécessaires pour une ingestion de 10 grammes de glucides. C'est évalué avec le médecin. Et on peut observer donc 4 fonctionnalités très simples qui sont, comme vous pouvez voir, mes repas. Donc on va les détailler juste après. Mes équivalents visuels, mon compteur et mes notes. Donc mes notes, c'est le patient qui peut intégrer donc, des petits commentaires vis-à-vis justement de ces repas. Donc en haut à gauche, vous pouvez voir donc lorsqu'on clique sur le bouton Mes repas, on peut accéder en fait à des groupes d'aliments, et on peut rechercher donc des aliments par catégorie et obtenir l'estimation du nombre de glucides dans cet aliment, une estimation des lipides et de l'index glycémique. Donc cela pour plus de 400 aliments, il y a une base de données de plus de 400 aliments. L'intérêt, c'est que ce sont des compositions simplifiées, c'est-à-dire que c'est au gramme près ou à 0,5 g près. Et donc ce sont des portions qui sont régulièrement utilisées dans la vie courante, ou ce sont des portions utilisées dans l'industrie par exemple, ou des plats cuisinés par exemple vendus dans le commerce. En bas à droite, donc, vous pouvez voir mes équivalents visuels. Bon, là c'est en petit, mais alors l'ensemble des applications que je vais présenter, j'ai amené le matériel, donc si ça vous intéresse, je peux vous faire bien noter sur l'iPad. Donc en bas à droite, voilà mes équivalents visuels. Donc tout simplement, ce sont des images des différents aliments avec
comme référent l'assiette, et à l'intérieur, on va pouvoir voir le nombre de glucides et en grammes, justement, pour des aliments communs, des spaghettis, des légumes, de la viande. Alors la viande, il n'y a pas forcément beaucoup de glucides. Et enfin, donc, en haut à droite, pardon, vous voyez donc mon compteur, qui est une modalité spécifique justement pour les patients diabétiques qui ont un traitement par insuline, qui, donc, en fonction d'un repas enregistré, vont pouvoir avoir un calcul très rapide de leur dose d'insuline à prendre juste avant le repas. Voilà donc pour le premier outil. Je vais vous présenter donc un deuxième outil utilisé aussi dans le service de diabétologie, donc, qui a été développé par le docteur Vincent Melki, qui est un diabétologue du service, donc, qui s'appelle Diabphone. Donc au départ, l'idée était un carnet de surveillance, puisque l'ensemble des patients diabétiques, alors la plupart, puisque le critère principal c'est de surveiller cette glycémie au quotidien, en relation avec le médecin, mais aussi pour eux, il faut qu'ils surveillent au quotidien leur glycémie. Donc l'idée c'était d'insérer ce carnet de surveillance, que ce ne soit plus un outil papier, mais un outil numérique, donc dans un dispositif électronique. Donc on peut voir ici donc, le carnet de glycémie. Donc vous pouvez voir donc chaque jour, chaque ligne est une journée, et vous pouvez voir donc les patients peuvent mesurer leur glycémie. Donc la plupart du temps c'est avant et après les repas. Donc avant, après petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a des chiffres mis en exergue, en couleur, qui permettent de voir les hypoglycémies et les hyperglycémies. Donc c'est un système d'alerte. Alors voilà, donc voici les différentes fonctionnalités qui permettent en fait aux patients de bien décrire justement leur glycémie et les événements qui peuvent être liés à leur glycémie, donc les hyper ou les hypoglycémies. Donc là, ça va un peu vite, pardon. Donc les fonctionnalités, c'est que, c'est donc un carnet qui est adapté aux différents types de diabète et aux différents types de traitements. Il intègre donc des alertes, comme je vous le disais, liées aux hyper ou aux hypoglycémies. Et donc il y a une possibilité de calcul de correction. Donc ce calculateur de correction correspond au moment où, par exemple, avant un repas, si le patient est en hyperglycémie, il va prendre une dose d'insuline qui va lui permettre de rééquilibrer son repas. Et donc ce système va permettre de calculer ces corrections. Donc l'intérêt de ce carnet, c'est qu'il est non seulement numérique, mais parfois on a quand même envie d'imprimer ces données, ou alors de les sauvegarder et d'en tirer des statistiques, des moyennes, des minimums, des maximums. Et puis parfois donc, le patient aura envie de l'exporter par mail, soit à sa propre attention, soit s'il le souhaite, envoyer ses résultats à son médecin, justement pour un dialogue par rapport à l'adaptation du traitement. Alors voilà, donc très brièvement, 3 exemples de réglage du carnet. Alors par exemple, pour à gauche, un diabétique de type 2 qui n'a pas d'insuline, on peut voir donc qu'il y a des colonnes qui sont faites pour permettre de saisir des glycémies avant et après repas. Ensuite, pour par exemple un patient diabétique de type 2 qui possède une insuline basale, c'est-à-dire une insuline qui va agir tout au long de la journée, on va avoir des cases supplémentaires qui vont permettre d'incrémenter les ratios d'insuline et la quantité d'insuline basale à prendre par exemple le matin. Et donc une fonctionnalité encore plus enrichie pour les patients diabétiques de type 1 qui ont 2 types d'insuline, une insuline basale pour la journée et une insuline qu'on appelle les bolus pour les repas. Et donc dans ce cas-là, le carnet est enrichi de colonnes qui permettent à la fois, donc, comme je vous le disais, de corriger, il y aura les doses pour corriger l'hyperglycémie avant le repas et la dose nécessaire pour le repas pour contrebalancer le nombre de glucides ingérés. Alors, voilà, donc notamment, voilà, encore une autre fonctionnalité qui est celle de la détermination justement des quantités d'insuline à partir du nombre de glucides
ingérés pendant le repas. Et donc, on peut tout à fait donc, insérer dans ce carnet un calculateur de glucides qui va, en insérant donc, les différents aliments de son repas, donc ce sont des groupes qui sont des groupes d'aliments très génériques, qui vont permettre donc de calculer automatiquement les quantités d'insuline nécessaires. Donc actuellement, donc cette application est disponible sur l'Apple Store. Elle est téléchargeable et en fait elle a fait l'objet donc d'utilisation et elle a gagné cette année donc le trophée 2014 de l'application mobile de santé donc par les utilisateurs, donc des internautes utilisateurs. Et elle a aussi gagné le prix du jury 2014, donc le jury étant composé d'utilisateurs que ce soit du milieu médical mais aussi de patients diabétiques. Pour finir, donc, je vais vous présenter le 3 minutes. Oui, ça devrait aller. Merci. D'autant plus que le protocole Educadom sera présenté cet après-midi lors d'un podium TV par le docteur Martini, qui est diabétologue au sein du service. Donc je vais faire assez vite. Le protocole Educadom, donc Educadom, cela signifie éducation au domicile. Le principe, là, donc, ce n'est plus seulement un outil seul, mais plusieurs outils intégrés dans une prise en charge du diabète avec une télésurveillance par du personnel médical et paramédical. Donc, l'objet de la télésurveillance est pour des patients diabétiques, donc on va télésurveiller forcément l'équilibre glycémique, mais aussi leur hygiène de vie. Et l'intérêt, c'est que ce dispositif donc, va se passer au domicile des patients. Donc c'est pour des patients diabétiques de type 2. Et voilà, donc l'intérêt, c'est l'autonomisation des patients et qu'ils apprennent à se gérer au mieux tout en étant surveillés, coachés par les équipes médicales et paramédicales. Donc le principe général, c'est que les patients à leur domicile auront 4 capteurs qui sont connectés à leur propre réseau Wi-Fi. Le médecin donc, va les coacher, enfin va leur donner des objectifs au départ en termes de marche pour effectuer de l'activité physique, en termes d'alimentation, en termes de surveillance de la glycémie et en termes de poids. Donc les différents appareils sont un petit actimètre qui est l'équivalent d'un podomètre amélioré pour mesurer le nombre de pas, un iPad avec des logiciels d'éducation à la nutrition et à l'activité physique, un lecteur de glycémie connecté et tout simplement une balance. Donc ce ne sont pas des outils si simples puisqu'ils sont tous connectés par Wi-Fi. Donc ils permettent un envoi quasi automatisé des données vers un centre serveur sécurisé. Donc tout à l'heure, cet après-midi, le docteur Martini présentera plus en détail les logiciels d'éducation. Je ne vous le décris pas maintenant. Donc l'ensemble des données collectées au domicile des patients, donc le poids, la glycémie, l'alimentation, l'activité physique, sont synthétisées et disponibles sur un site internet pour le médecin et la diététicienne notamment. Et donc le médecin va pouvoir accéder à une synthèse de données et, comme vous le voyez, pouvoir, avec le bouton vert, accéder à un espace d'échange pour remotiver le patient ou si nécessaire, ou faire des adaptations de traitement, ou donner des conseils en termes d'activité physique, d'alimentation, ou voilà, en termes diététiques. Donc voilà comment se présente la synthèse. C'est très simplifié. En fait, la première page, c'est au cours du dernier mois, les courbes de poids, les courbes d'activité physique, le nombre de pas effectués chaque jour, la qualité des repas enregistrés, envoyés, et les moyennes de glycémie. À droite, vous pouvez voir un carnet de glycémie. Ce dispositif... Une petite minute. Oui, c'est fini, c'est mon dernier diapo. Ce dispositif en fait, est intégré dans le cadre d'un protocole de recherche clinique au sein du CHU de Toulouse. Donc, le CHU de Toulouse est promoteur. C'est l'investigateur principal et le docteur Marie-Christine Turnin.
Ce protocole a fait l'objet d'un financement par le ministère de la Santé dans le cadre de l'appel à projet PREPS, qui est le programme de recherche sur la performance du système de soins. Et nous avons aussi obtenu un financement du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Donc nous sommes en plein recrutement des patients et suivi des patients. Nous finirons cette étude en 2016-2017. Nous allons recruter, donc notre objectif est de recruter 282 patients sur la région Midi-Pyrénées actuellement, mais nous allons sans doute élargir à Midi-Pyrénées. Et notre objectif est de voir comment l'utilisation de ce dispositif au domicile, comparé à un suivi habituel, peut impacter justement d'un point de vue biologique sur le patient. Donc évidemment, c'est le critère qui revient, notre critère principal d'évaluation est l'équilibre glycémique. Donc au bout d'un an, on va comparer cet équilibre glycémique entre un groupe avec ce dispositif et un groupe témoin avec suivi habituel. Et nous allons observer donc dans les objectifs secondaires un petit peu l'évolution à la fois des connaissances des patients, de leur qualité de vie, et évidemment il y a un critère médico-économique. Donc nous allons essayer de voir combien coûte ce dispositif, quel impact il a aussi sur l'organisation des soins, et donc potentiellement une modulation des coûts dans ce bras télésurveillé. Donc actuellement, nous en sommes à 50 patients inclus et nous continuons le protocole. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un tout petit commentaire ? Un petit commentaire, c'est que sur le plan médical, résultats médico-économiques, il y a un moment de travail, c'est sûrement parfait. J'ai quand même l'impression que c'est très 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 lourd pour le patient de vivre avec ça. Alors peut-être que c'est déjà lourd quand il n'est pas ce type de protocole, mais je ne saurais trop recommander de l'associer très étroitement, non seulement comme patient objet de soins, mais comme patient participant à la mise au point de tout cet attirail avec lequel il va vivre au quotidien derrière. Donc je pense qu'une approche de type co-conception avec lui, mais en tant que vraiment porte-parole, partie prenante, ça serait absolument essentiel. Merci beaucoup. Oui, non, c'était juste pour préciser. Effectivement, on a fait une petite étude de faisabilité avec des patients pour voir un petit peu comment ils vivaient cet outil. Et en fait, c'est vrai que ces outils font déjà partie de leur vie quotidienne. Donc j'allais dire, on n'alourdit pas beaucoup plus leur vie quotidienne qui est quand même de se surveiller au quotidien. Et les patients qu'on recrute sont plutôt motivés puisqu'ils le prennent comme un coaching. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit à tout le monde.